Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Je vous livre sur Supply Chain Village. Aujourd'hui, je reçois Rémi Lemoigne pour son ouvrage « L'économie circulaire ». Alors, là encore, l'actualité est brûlante. Elle fourmille d'exemples montrant les enjeux de ce thème. Ça commence par le pillage de la planète et de ses ressources, bien évidemment, et tous ces impacts que l'on peut retrouver derrière sur les changements climatiques, sur la faim dans le monde, sur les problèmes d'équilibre mondiaux. Alors, avant de démarrer, Rémi... Bonjour. Bonjour. Juste un petit mot pour vous présenter, connaître votre parcours et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à traiter de ce sujet ? Donc moi je suis consultant, j'ai créé il y a quelques années un cabinet de conseil qui s'appelle Gatesy, qui est spécialisé dans l'économie circulaire, donc qui aide les grosses entreprises à évaluer, expérimenter et mettre en œuvre les nouveaux modèles de l'économie circulaire. Et rapidement par le passé, j'ai été pendant une vingtaine d'années consultant puis associé dans des gros cabinets de conseil comme Pricewaterhouse ou Deloitte, où là je travaillais sur des projets de supply chain. Et qu'est-ce qui m'a amené à écrire à m'intéresser à ce sujet-là, c'est que pendant 20 ans, quand j'ai travaillé sur ces projets de supply chain, je voyais que d'un côté, dans tous les projets sur lesquels j'étais amené à travailler, on consommait des ressources et puis à l'autre bout des chaînes logistiques, on générait des déchets. Et à l'échelle de mes projets, je me disais ça n'a pas beaucoup d'impact, mais au fil du temps, je me suis demandé tiens, mais comment ça marche globalement? Et je me suis aperçu que le modèle marchait pas si bien que ça, et j'ai regardé un peu ce qui existait comme autre solution. Et j'ai découvert l'économie circulaire, sur laquelle il y avait plusieurs courants de pensée qui commençaient à travailler sur le sujet, ce qui m'a amené à m'y intéresser à mon tour. Alors justement, en termes d'enjeux, voilà, il est clair que l'enjeu est majeur. Il y a une référence ou que vous citez dans votre livre que je trouve très intéressante, disant que finalement nos sociétés occidentales ont tendance à emprunter de l'argent pensant qu'elles n'auront peut-être jamais à le rembourser, et de la même façon finalement elles pillent des ressources pensant qu'elles n'auront jamais à les remplacer. Donc on est quand même dans une logique qui est assez catastrophique. Mais face à ça, votre livre fourmille d'exemples très concrets, mais le mot qui me vient spontanément à l'esprit pour les qualifier, c'est le mot d'initiative. Et derrière ce mot-là, en fait, il y a un caractère un petit peu expérimental, un petit peu individuel. J'ai l'impression que les expériences qui ont lieu ne sont pas... sont bien faibles par rapport aux enjeux qui sont derrière. Alors c'est vrai, l'économie circulaire c'est quoi? Donc c'est d'essayer de gérer les ressources, de réutiliser les ressources le plus longtemps possible plutôt que de les prendre d'un côté et puis les jeter de l'autre. Et ça demande en place en effet de gérer de nouveaux modèles. Comme ces modèles sont nouveaux, pour l'instant, on est en effet sur des initiatives, soit au niveau des territoires, soit au niveau de quelques entreprises. C'est nouveau, donc pour l'instant, on expérimente. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Mais on est au début d'une transition. C'est ça, comme ça, je crois qu'il faut le voir. Alors, dans les différents modèles liés à l'économie circulaire, vous en citez 6, oui. Je pense. Ça pourrait être utile de les reciter ou les réexpliquer rapidement. Très bien. Donc, alors, peut-être avant de les citer, dire que l'une des difficultés de l'économie circulaire, c'est que c'est encore assez mal défini. Il y a un chercheur qui a recensé plus de 100 définitions différentes. Et donc, d'une personne à une autre, les définitions ne sont pas les mêmes. Et donc, les modèles que je propose, d'autres pourront proposer 7, d'autres 5, non, peu importe, mais c'est pour comprendre un peu le contexte. Donc, les 6 modèles, c'est quoi? C'est le recyclage en boucle longue, c'est le recyclage qu'on connaît aujourd'hui. C'est je prends une bouteille de soda que je jette, la bouteille va être recollectée, recyclée, et puis on va réutiliser le plastique pour en faire une nouvelle bouteille. Après, il y a le recyclage en boucle courte, où là, en fait, on va gérer le matériau dans une boucle fermée assez courte, comme par exemple recycler les eaux usées dans une usine. Le troisième modèle, c'est le prolongement de la durée de vie de produit. C'est par exemple de prendre un moteur de voiture qui arrive en fin d'usage, de le démonter entièrement, de changer ses pièces d'usure, et puis de le remonter pour en faire un moteur neuf et lui donner une seconde vie.
aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais les symbioses industrielles qui sont comment faire pour que les déchets d'une entreprise, les déchets chimiques par exemple, deviennent des matières premières pour une autre. Il y a ce qu'on appelle un peu l'économie de l'usage, qui est non pas de vendre un produit, mais de vendre un service, que n'est pas de vendre une voiture, mais de vendre un service de mobilité par exemple. Et le dernier modèle, que certains disent que n'est pas tout à fait dans l'économie circulaire, mais c'est l'économie du partage. Si je reprends l'exemple de la voiture, eh bien c'est je m'achète une voiture, mais je vais la partager avec d'autres personnes pour que cette voiture soit le plus utilisée possible et qu'au final, elle consomme le moins de ressources possible. Mais finalement, au niveau d'un pays, comment un pays peut-il décider de mettre en place des mesures incitatives sans gréver ou sans oblitérer la productivité de ces entreprises dans un environnement économique qui est global, qui est mondialisé? Alors, et c'est un peu là où il y a la grande confusion, c'est l'économie circulaire, c'est pas nécessairement je vais perdre de l'argent. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré Janez Potočnik, qui est l'ancien commissaire européen à l'environnement, qui a été l'un des initiateurs de ce qu'on appelle le paquet économie circulaire développé par la Commission européenne. Et ce qu'il m'a dit, c'est que tout son challenge a été de démontrer que l'économie circulaire, non seulement c'était bon pour l'environnement, mais c'était aussi très bon pour l'économie, et en particulier pour l'économie européenne, qui, comme vous le savez peut-être, a très peu de ressources en matières premières, et qu'ils avaient fait une étude assez détaillée qui montrait que de basculer de l'économie linéaire vers l'économie circulaire, ça permettait à l'économie européenne des gains qui se traduisaient par une augmentation des bénéfices de 8%. Donc il serait faux de croire que économie circulaire veut dire moindre performance. Au contraire, et en particulier au contraire en Europe. Alors qu'est-ce qui justifie cette difficulté d'implantation? Parce que 8%, c'est pas neutre. Peu d'entreprises peuvent se permettre de se passer de 8%. Oui, et bien c'est le changement de modèle en fait qui est difficile. C'est quand on passe d'un modèle où j'ai eu l'habitude de vendre un produit pendant des années et je vais me dire que demain, je ne vais pas plus vendre ce produit, mais je vais en vendre l'usage de ce produit. Ça demande à l'entreprise de se transformer considérablement, de développer de nouvelles fonctions, une nouvelle organisation. Et ça peut demander des investissements, ça peut demander de développer de nouveaux marchés. Donc c'est le changement de modèle qui est difficile. Et en plus, dans une économie qui aujourd'hui favorise beaucoup l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, qu'on appelle souvent l'économie linéaire. Et le bon exemple, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité est très forte sur le travail et elle est très faible sur la consommation des ressources, alors que, c'est un peu contradictoire, on a des ressources travail assez abondantes et des ressources matérielles très faibles. Et donc ça devrait être l'inverse. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et de changer, par exemple, cette fiscalité, c'est compliqué. Et comme de changer beaucoup de choses aussi, c'est compliqué. Donc la transition est compliquée. Vous pensez que ce changement de fiscalité a des chances de voir le jour? Oui, parce que Nicolas Hulot encore récemment en parlait. Aux Pays-Bas, par exemple, qui est un pays très avancé également sur l'économie circulaire, c'est un sujet sur lequel ils travaillent beaucoup, ils ont fait beaucoup d'études et ils sont en train d'envisager cette bascule. Donc, tout à fait, je pense qu'au niveau européen, qui est un continent qui a très peu de ressources, ça ferait beaucoup de sens. Vous proposez aussi assez régulièrement d'avoir des mesures incitatives, en particulier sur la TVA, avec des baisses de TVA pour des entreprises qui passent dans l'économie circulaire. Oui. J'ai un peu l'impression qu'actuellement, peut-être particulièrement en France, on n'est pas sur le mode de la carotte, on est plutôt sur le mode du bâton, avec des taxes supplémentaires pour ceux qui ne se conforment pas à, par exemple, l'utilisation de bouteilles en plastique recyclées, où on peut surtaxer, par exemple, des mises à la décharge, ou ce genre d'action. On n'est pas vraiment dans l'incitatif positif, on est plutôt dans le coercitif. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être vrai en France, si je crois qu'il y a des exemples contraires, mais dans d'autres pays, il y a des exemples incitatifs. Par exemple, en Suède, ils sont en train de travailler sur une fiscalité où la TVA sur la réparation d'équipements électriques et électroniques ou de vélos serait réduite, donc incitant les consommateurs à faire réparer leur vélo ou leur télévision plutôt que d'en acheter de nouvelles. D'accord. Il y a un dernier volet que je trouve extrêmement intéressant, qui est l'impact sur l'emploi. Et il y a quelques exemples qui sont cités avec la création de 12 000 emplois, 8 000 emplois, donc ce sont quand même des volets importants. Oui. Et malgré tout,
rares sont encore les initiatives qui voient le jour alors que l'impact sur cette donnée sociale hyper importante est majeur. Ça veut dire qu'elle est mal prise en compte, elle est sous-estimée, elle est mal valorisée. Qu'est-ce que l'on peut faire de façon à l'englober dans l'économie globale du projet? Alors, l'une des difficultés sur l'emploi, c'est qu'on a du mal à le mesurer de façon assez précise. Donc on n'est pas capable de dire, si demain on passe de l'économie linéaire à l'économie circulaire, voilà le nombre d'emplois qui va être créé. Alors il y a des estimations, mais c'est des estimations qui n'engagent un peu que ceux qui les écoutent. Néanmoins, vous avez raison, la création d'emplois, je pense, c'est un levier important. Et je vais vous donner un exemple. Renault a une usine de remise à neuf des moteurs. Ils ne l'ont pas créé il y a un an, ils l'ont créé en 1940. Et c'est une usine qui est spécialisée dans la remise à neuf de moteurs. Et c'est le site de Renault qui est le plus, où la profitabilité est la plus élevée au monde, de tous les sites de Renault. C'est un site qui crée 200 emplois, qui a créé 200 emplois, parce que de remettre à neuf un moteur, ça demande c'est pas des tâches qu'on peut automatiser facilement. Donc démonter le moteur entièrement, de le vérifier, de le remonter. Ce type d'activité, par exemple, donc la remise à neuf de produits, ça se développe de façon forte. Renault Trucks, Volvo vient de le faire il y a un an dans la région de Lyon. Et on voit dans le secteur du mobilier ou d'autres activités qui se développent et qui créent des emplois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication, c'est que l'économie circulaire, elle est restée un peu cantonnée à un périmètre un peu d'experts et elle a besoin de se faire plus connaître et plus faire connaître ses enjeux, et en particulier ses enjeux sur l'emploi. Et je pense qu'il peut y avoir un dernier volet aussi notable qui est le rôle du consommateur. Et je pense que la nouvelle génération qui est beaucoup plus intéressée par l'usage du produit que par sa possession peut jouer un rôle essentiel de façon à basculer. Oui. L'arrivée des Fab Labs avec des matériaux plastiques qui sont aussi des matériaux recyclés, les ateliers de réparation. Il peut y avoir là encore l'arrivée de consommateurs avec un mode de consommation des objets complètement différent de ce que nous avons connu et vécu. Oui, et sur ce sujet-là, je pense qu'il y a deux idées importantes. La première, c'est que les consommateurs, ils ne voient que 10% des déchets. Les 90% qui restent, c'est les entreprises qui les voient et qui se les échangent entre elles. Donc la capacité du consommateur à basculer vers l'économie, à faire basculer l'économie vers l'économie circulaire est pleine capacité à 100%. Donc il faut le savoir parce que ça veut dire qu'une grosse partie de la responsabilité va se retrouver quand même sur les entreprises. Et sur les consommateurs, vous avez raison, ils ont une capacité quand même s'ils ne voient que 10% des déchets, à contribuer à cette transition vers l'économie circulaire. Et l'un des enjeux, dont on parle souvent assez peu, mais c'est un enjeu de pouvoir d'achat, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles solutions, en particulier la vente de l'usage versus l'achat de produits, qui font que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter l'usage d'un équipement plutôt que d'acheter l'équipement lui-même. Et il y a les Américains qui ont fait une étude sur le marché américain qui ont comparé l'impact sur le pouvoir d'achat de l'achat de l'usage d'un véhicule versus l'achat du véhicule. Et ils se sont aperçus qu'à service identique, le pouvoir d'achat d'un foyer standard augmentait de 10% s'il achetait l'usage d'un véhicule et pas le véhicule lui-même. Et moi, j'ai beaucoup aimé la dernière partie de votre ouvrage qui décrit justement des stratégies que l'on peut mettre en place, que l'on soit au niveau d'une entreprise comme au niveau d'un territoire, de façon à avoir une cartographie globale des flux de matière et des déchets et une façon effectivement de les traiter et de les recycler. Je trouvais ça très pratique et très utile. Écoutez, merci. En fait, j'ai voulu vraiment écrire j'ai voulu créer un guide pratique pour qu'on travaille en entreprise ou dans des territoires où sans consommateurs, on se dise, qu'on comprenne un peu les contextes et les enjeux, les bénéfices et un peu la feuille de route pour aller plus loin. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est un ouvrage qui est très documenté, qui est riche d'exemples, qui est plein de références. Et je pense que c'est une très bonne façon à la fois de prendre connaissance de ce que peut être l'économie circulaire et en plus de faire le plein à la fois de bonnes idées et de connaître les bonnes pratiques. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous.